Au Togo, Vichel, le contrôle des prix donne-t-il des résultats? Avant d'aborder ce sujet, nous allons donner l'opportunité à Ruiz Donkovi et Constant Lemou qui veulent ajouter quelque chose sur cette manifestation à Oris le 30 janvier prochain à Niamey au Niger. Ruiz Donkovi. Alors, c'est quelque chose de général, c'est-à-dire il faut que les gouvernants africains, ceux qui sont à des postes de décision, sortent de ce stéréotype très très ancré en Afrique qui veut que les populations soient analphabètes et ne comprennent pas la gestion de l'État. Il faut qu'on sorte de ça, parce que justement, on a actuellement des populations qui cherchent à s'informer, qui ont une multitude de médias et qui exigent des réponses. Elles refusent d'être cantonnées dans un genre de niche où on présumerait de leur, si vous voulez, de leur soumission, de leur incapacité à réfléchir sur comment peut se gérer une nation ou comment peut qu'on appelle être administrée une nation. Les gens veulent des réponses. Et je pense que le problème, lors de ces coups d'État, de ces renversements, les contestations que l'on a, les manifestations que l'on a, c'est justement ça. C'est des acteurs qui vont verser dans la politique, des acteurs qui vont qu'on appelle prétendre gérer un État et qui vont à un moment, pour une raison que l'on ne pourrait comprendre, mettre tout un ensemble de la population dans un genre de soumets-toi et tais-toi. Et les gens ne l'acceptent plus. Tant que les gouvernants africains ne comprendront pas ça, vous assisterez à des revendications, à des marches, à des coups d'État, à des mouvements d'humeur. Et il faut que les gens le comprennent. Oui, Constant Lebon. Oui, c'est juste pour peut-être rappeler si les autorités nigériennes nous écoutent. C'est vrai, on a un agenda électoral et un autre agenda de gouvernance. Mais alors, si on se cantonne dans la satisfaction, dans la recherche de la satisfaction du maître qui vous a mis comme juste un épouvantail à la tête du pays, eh bien, on ne pourra qu'assister à ces risques de renversement. Et les artisans togolais ont une formule vraiment qui résume tout. Ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Le président Bazoum a accepté un déploiement militaire au Niger contre la volonté de la population. Vous voulez qu'il fasse un référendum? Pas un référendum. À partir du moment où il a senti une opposition de la population, il devrait se ressaisir. Bien au contraire, il a envoyé tuer les manifestants, qui sont des Nigériens. Il les a fait tuer et il a pris position à l'antipode de ce que manifestait sa propre population. Aujourd'hui, il peut payer cash parce que là, qui ne pense pas que la France l'a déposé pour ses beaux yeux. La France ne cherche que ce qui peut protéger ses intérêts. Ce n'est pas le président, ce n'est pas la population, comme toutes les puissances. C'est cela, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce prototype de président, généralement, ne dure pas lorsque les données stratégiques changent, parce qu'ils ne sont pas en communion avec leur population. Mais Constant Lemou, au même moment, on remarque que quand un président déroule sa politique, qui a tendance peut-être à collaborer avec la France, on le traite de sous-préfet de la France. On le voit avec le cas du président ivoirien Alassane Ouattara. On voit les positions du président nigérien Mohamed Bazoum. On dit qu'il est aussi un pion de la France. Alors, les présidents ne sont-ils pas venus pour dérouler leur programme? Et s'ils déroulent un programme, cela veut dire qu'ils sont du côté de la France? Mais quel programme ils déroulent? Est-ce le programme sur lequel leur population les ont élus? Ou bien c'est un agenda qui ignore complètement les populations? Quand on voit le cas de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, les Ivoiriens sont venus témoigner ce qu'il fait sur le plan politique, sur le plan du développement, de la croissance économique. Attention, lorsque vous trouvez quelqu'un qui est personnellement satisfait parce qu'il est à un certain niveau de la chaîne où il fonctionne, non, j'ai dit des Ivoiriens. Ce dont il a besoin, mais il ne peut que féliciter. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, quand il prend conscience qu'autour de lui, c'est de la misère et que la politique actuelle n'arrange pas
l'épanouissement de l'ensemble de la population, ça pose problème. Et là, il faudrait que les présidents se posent la question, est-ce qu'ils sont là pour juste le goût d'être au pouvoir ou bien ils ont un objectif pour leur population et la politique qu'ils développent, les résultats qu'ils obtiennent, est-ce que c'est à l'avantage de l'épanouissement de leur population ou bien c'est contraire? Est-ce que les populations s'en sortent? C'est la question qui devrait se poser. Mais d'une manière générale, en Afrique, on veut le pouvoir pour le pouvoir et on veut mourir au pouvoir. C'est d'une manière traditionnelle, c'est ancré dans notre culture. Or, les principes démocratiques voudraient un contrat de performance entre le dirigeant et sa population sur des orientations politiques, économiques, sociales bien claires, avec des résultats par étape. Lorsque ça vient à manquer, lorsque les résultats viennent à manquer, il y a lieu que la population réagisse. Au Niger, ceux qui vont sortir manifester, ce ne sont pas les adversaires politiques de Bazoum. Non. C'est l'ensemble de la population qui n'est pas satisfaite de sa politique qui vont manifester. S'ils prennent tout simplement ces manifestations sous l'angle d'une certaine tendance politique, ils vont rater. Au même moment, certains peuvent aussi sortir pour dire bravo au président Bazoum pour sa politique. C'est normal. C'est ce que je venais de dire. Il y a des inconditionnels. Il y a des inconditionnels pour chaque parti ou chaque autorité. Il y a des inconditionnels. Même s'ils voient le contraire de la vérité, ils préfèrent ne pas voir la vérité et soutenir aveuglement la personne jusqu'à sa chute. En réalité, ces inconditionnels, ces caciques, conduisent les autorités dans le gouffre plutôt que de les accompagner dans la mise en œuvre de la politique saine. Il y a quelque chose que tu viens de dire et qui est très important et qui est très vicieux. Je vais le faire par une image. Il y a le phénomène de la banque qui accepte de te donner un prêt pour que tu puisses vivre dans une villa luxueuse. Sauf que lorsque la banque t'accorde le prêt pour 25, 30, 40 ans, 50 ans, la villa luxueuse dans laquelle tu habites n'est pas à toi parce que tu n'as pas remboursé le prêt. Elle est à la banque qui en fait ce qu'elle veut, tant que tu n'as pas remboursé le prêt. Et puis il y a celui qui est dans la Casa Banco, qui a son jardin, sauf que la Casa en Banco, c'est lui qui l'a construite. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en Afrique, vous avez des États qui, de façon visuelle, marchent bien, économiquement vont bien, mais attention, il faut savoir dans quoi ils se sont engagés pour que visuellement ça soit joli. Le seul Alors, pays... finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut le visuel ou quoi? Et c'est ça le problème, oui. parce que justement, dans la réalité des faits, quand par exemple vous prenez les États africains, hormis quelques pays du Maghreb et l'Afrique du Sud, sur beaucoup d'indicateurs, nous sommes les derniers. Nous ne sommes pas les premiers en mathématiques, nous ne sommes pas les premiers en technologie, nous ne construisons pratiquement rien, nous avons des mines et ainsi de suite. Le pays qui arrive à s'en sortir et qui paradoxalement est démocratique et n'a pas d'aide de la Banque mondiale et du FMI, vous savez c'est lequel? C'est le Somaliland, qui n'est pas reconnu internationalement et dont personne ne s'inspire. Alors, donc, pour sortir de ce sujet, quel modèle politique et économique pour l'Afrique? Le modèle économique, politique pour l'Afrique, l'Afrique doit le conceptualiser et accepter d'investir en termes de population, en termes de capacité intrinsèque dedans. Je m'explique. Quand par exemple, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Lorsque vous avez vu les colons s'installer, après les protectorats, lorsque les colons se sont installés et ont créé les écoles que l'on a, les écoles, elles ont été créées par des terrains qui ont été donnés. Elles ont été construites par du travail forcé des populations et ce sont les élèves qui ont été formés, qui ont été réinvestis dans l'éducation des élèves qui arrivaient. On a fait de la conscription. Donc moi, je vais poser la question à savoir, si vous voulez construire une nation, est-ce qu'actuellement au niveau des États, est-ce que par exemple au Togo, les gens sont prêts par exemple à donner 2 années de leur vie pour pouvoir, pendant ces 2 années, faire un service civil où ils vont investir dans l'hôpital, où ils vont investir dans l'éducation, où ils vont aller faire de la prospection au niveau des champs et au niveau des mines.
C'est là où se situe le défi de l'Afrique. Parce que le problème avec la plupart de nos États, c'est qu'on a pensé que non, que l'indépendance était Nescafé. Une fois qu'on a l'indépendance, une fois qu'on a la révolution, l'année qui suit, votre pays ressemble aux États-Unis ou à la Chine ou au Japon. Ce qui est totalement faux. Le pays, il ressemble à ça parce que les gouvernants, pour vous offrir cela, ont dû emprunter et parfois, comment dirais-je, piller, accepter que l'on pille les mines et ainsi de suite. C'est là où il y a la question du soft power, quand Sankara dit, mais ce que tu portes, c'est américain ou c'est burkinabé? Ce que tu manges, c'est européen ou c'est burkinabé? Actuellement, quand on est au Togo, qu'est-ce qu'on mange? Maca, boîte de tomates importée. Voilà. Donc, à un moment, il faut que cette émancipation-là, il faut la conceptualiser. Ça sous-entend que si demain, par exemple, l'État dit, parce que, je ne sais pas moi, bébé ne donne pas assez d'impôts, on ferme bébé pour sortir la bière togolaise, les gens ne se retrouvent pas dans les rues pour dire, mais où est notre bébé? Parce que le Togo ne produit pas de malt, ne produit pas d'orgue, ne produit pas de seigle. Et vous faites bien de parler du Togo parce que justement, nous allons parler de votre pays. Le Togo, là, une réalité dans ce pays. Le gouvernement, dans sa politique, essaie de toujours apporter des panacées à cette réalité. Parmi ces solutions, le contrôle des prix. Constant Lemou, ce contrôle des prix donne-t-il des résultats? C'est vrai, depuis quelques mois, l'ensemble des Togolais vivent la vie chère. Pratiquement tous les produits ont connu une augmentation suite à l'augmentation du prix du pétrole. Suite à l'augmentation des frais de péage, on a senti un début de flambée de prix qui s'est exacerbé autour du mois de novembre-décembre. Et jusqu'à ce jour, certains prix de produits de première nécessité ont doublé ou triplé. Lorsque vous prenez le maïs, on est autour de 700-800, ce qu'on n'a jamais atteint, sauf en 2005, après la disparition du père de la nation. Nous n'avons jamais connu ces prix-là. Et les autres prix d'importation, on n'en parle pas, tous les prix se sont multipliés. C'est vrai, le ministre du Commerce est sorti, entre-temps il a garanti les prix de ciment et un certain nombre, mais sur le terrain, est-ce que les commerçants, les revendeurs, est-ce qu'ils respectent les consignes? Seuls les acheteurs vivent les réalités. Seuls les acheteurs vivent les réalités et qu'il y a lieu de surveiller davantage. Pour le moment, en tout cas, ce contrôle de prix n'a pas encore un effet dans le quotidien des Togolais. Il n'y a pas encore un effet dans le quotidien des Togolais, mais cela ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet. C'est possible que, n'eût été ce contrôle, on serait à un autre niveau de la flambée, plus élevé. Alors, si ce contrôle tend à maintenir les prix ou à les ramener à un niveau plus raisonnable, plus supportable, ce serait bien. Mais ce qui sera très difficile, de ramener ces prix à un niveau où ils étaient avant cette flambée. Je pense que le gouvernement devrait réfléchir beaucoup plus à donner le pouvoir d'achat aux Togolais. Il y a des mesures que le gouvernement peut prendre pour donner un pouvoir d'achat aux Togolais. Sinon, je crains que ceux qui ont des revenus dérisoires sombrent complètement dans la pauvreté. Vous pensez aussi, Madame Danou, que donner le pouvoir d'achat aux Togolais est une solution? Une partie. Une partie. Et le ministre du Commerce a sorti tout ce que M. Lemou vient de dire, mais il reste à vérifier la faisabilité de toute cette décision-là sur le terrain. Il y a eu une vraie spéculation. Et ça porte à croire que et tout ce qu'il a dit, rien n'a changé. Rien n'a changé. Bon, au niveau des marchés ici, au niveau ça peut se voir de façon infime, mais à l'intérieur, il faut rentrer dans les coins et recoins de Lomé pour voir comment la spéculation, jusqu'où elle est. Et le travail reste à faire parce qu'il faut impliquer
tous les acteurs, pourquoi pas les associations des consommateurs, à cette vérification de prix sur les marchés. Il y a une vraie spéculation. Il y a des gens véreux qui se sont donné quand même cette ambition de gagner vite, quick money, gagner vite l'argent. Et souvent, on ressent ça déjà à partir de novembre. Cette année, ça a été vraiment trop. C'était trop. Donc, on voit déjà les prix qui montent. Et je vais donner un exemple banal. Je paie souvent le sac de lait qui est autour de 55 000. Une semaine après, j'y retourne, c'est à 59 000. C'était trop. Bon, comment se fait ce contrôle de prix? Il reste encore à revoir. Parce que chacun va au marché, achète son produit et revient à la maison, met n'importe quel prix là-dessus. Et puis, bon, c'est le contribuable, le pauvre qui revient, qui travaille sous le soleil, qui contribue. Et au niveau des péages, les taxes sur les véhicules, et l'augmentation du prix de je ne sais quoi, c'est eux qui payent encore le lourd tribut dans cette histoire-là. Donc, excusez-moi, les ministres, le gouvernement et les autres, ils ne ressentent rien. Il faut descendre au bas de l'échelle de la population pour voir vraiment. Les gens n'arrivent pas à payer ce bol de maïs-là. À l'intérieur, c'est pire parce qu'on a tout ramené vers Lomé, on a convoyé à l'extérieur. Mais où est actuellement les magasins de Ansat, c'est ça? Et donc, qui doivent quand même subvenir aux besoins de la population en cas de pénurie. Il y a toutes ces analyses-là. Bon, quelque part, il faut que le gouvernement, je vais interpeller au haut lieu, les chefs tapent sur la table pour dire non, que ça s'arrête. Mais la spéculation vient d'où? C'est de pure spéculation. Ça vient d'où? Et au niveau comment les appellent, les entrepreneurs, comment les importateurs. Voilà. Mais à quel niveau se situe vraiment l'augmentation des produits? On sait que tout a flambé, mais le cheminement de ces produits jusqu'à un niveau, jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la base, il n'y a pas un contrôle. Ça là, c'est un manque. Et il faut remédier à ça. Le coût du ciment, et récemment, à Dapan, c'est parti de 81 000 à 90 000 francs. Mais ça vient d'où là? Et l'État ne dit rien, la population subit vraiment ces coûts-là. Mais en tout cas, le jour où elle va crier son ras-le-bol, qu'on ne la juge pas, qu'on la traite quand même, qu'on la comprenne et qu'on fasse quand même diligence pour... on est exacerbé là et on est dépassé par ces comportements-là. Et chaque année, il faut toujours recourir à ces méthodes-là pour gagner vite, pour faire ramener, pour rassembler de l'argent, pour faire quoi avec? Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'ils réagissent pour voir que vraiment ce peuple-là, il souffre. Bon, je m'arrête là. Le mécanisme même du contrôle des prix, Oris Donkovi, est-ce que vous le maîtrisez? Comment il se fait? Alors, pour être tout à fait franc, je ne le maîtrise pas, mais après, je ne suis pas... Peut-être que Constant Lemou va nous aider. Je ne suis pas étonné que l'on ait des problèmes pour le contrôler, pour la simple raison que quoi? Pour la simple raison que, à mon sens, le gouvernement a été laxiste dans quelque chose qui était très important au début de la crise, c'était le boost de notre consommation locale et donc de notre capacité à produire. Parce que la crise a mis en exergue des mécanismes. Par exemple, depuis la crise, vous avez le prix de l'import qui a explosé, le prix des conteneurs et ainsi de suite. Là, beaucoup de choses que l'on consomme sont d'importation. Beaucoup de choses que l'on consomme sont d'importation. Donc, pour un gouvernement tel que le Togo, c'est compliqué d'aller faire du contrôle sur ce qu'on achète à l'extérieur. Puisqu'il y a un coût à l'achat, un coût à l'importation avec les frais de douane et ainsi de suite, et le produit qui sort ici. Ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous produisez vous-même. Là où vous pouvez avoir une certaine flexibilité de négociation, c'est dans la productivité peut-être des pays qui sont à côté. Donc cela pose la question de qu'est-ce qu'on produit nous-mêmes et comment on encadre cette productivité-là et comment on fait en sorte que les consommateurs puissent y avoir accès. Mais lorsque vous n'organisez pas cette productivité et que maintenant tout le monde est dans l'importation, lorsque toutes les initiatives privées
à l'endroit de cette productivité ne sont pas encouragés. Moi, je suis parti, c'est une anecdote, il y a une ferme expérimentale du côté de Dalavé, où vous avez de la pisciculture, vous avez de l'aquaponie, vous avez de la culture hors sol, vous avez du biogaz. Ben, toutes ces choses-là, quand j'ai demandé, ben, on y voit des intellectuels togolais y participer, mais on n'y voit pas un réel apport gouvernemental pour l'encourager. Et il y a plein d'initiatives comme ça. Donc, tant que ne sera pas réglée la question de la productivité locale, du rapport du Togolais à sa propre consommation, il y aura ces problèmes de contrôle, d'autant plus que ben, on achète tout de l'extérieur. Maintenant, je me souviens une fois, on avait parlé du handgriff, du cadeau du chef de l'État en termes de salaire. Et j'expliquais ici que ce n'était pas un salaud. Excusez-moi, ce n'était pas un cadeau. Ouais. C'était, à mon sens, l'idée était de, comment dirais-je, d'éviter une bombe à retardement qui est celle du pouvoir d'achat qui diminue, qui baisse, et d'un fossé croissant qui se creuse entre les plus aisés et les plus pauvres. Parce que c'est à ça qu'on assiste à Lomé. C'est que pendant que une majorité de la population n'arrive même pas à aller au marché, ben vous avez quand même une frange de la population qui montre de façon très libre qu'elle a des sous et qu'elle peut les claquer à volo. Bon, il y aurait eu, comment dirais-je, plusieurs paliers si on aurait senti les différents types de classes au Togo, que ça n'aurait pas choqué. Mais là, ça choque parce que on sent que le fossé se creuse. Des gens n'arrivent pas à manger une fois par jour au Togo. Des gens ont du mal à payer leur loyer, ont du mal à payer leurs charges et ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, il y a des personnes qui s'enrichissent, qui investissent. Et là, c'est mauvais parce que dans le cadre sécuritaire dans lequel on est dans la sous-région actuelle, où vous avez des cas de piraterie au niveau du golfe de Guinée, vous avez des cas de djihadistes dans le nord du pays, où vous avez des frictions au niveau social dans le pays, où vous avez des contestations, des syndicats mécontents. Quand je prends le Togo, le syndicat des enseignants, le syndicat du personnel de santé, que vous avez des populations qui sont en train de subir la vie chère et ainsi de suite, c'est source d'instabilité. Ouais. Donc il faut que le gouvernement y réponde, pas par des effets d'annonce, mais par des actes concrets. Moi, j'ai vu, par exemple, on fait 1 mois de promotion de consommation locale. Mais il ne s'agit pas de faire 1 mois parce que la CEDEAO, non. Il faut y mettre des années. Il faut encadrer le secteur. Il faut encadrer les entrepreneurs. Il faut leur montrer comment ils doivent coaliser. Alors, je ne dis pas comment ils peuvent, parce qu'il ne s'agit pas de pouvoir. Il s'agit d'une nécessité. Comment ils peuvent coaliser de façon à produire plus, de façon à ce que ces produits soient disponibles aux populations de la façon la plus facile. Si vous allez, je rappelle, les gens n'ont qu'à faire l'expérience, si vous allez sur les grandes surfaces, on dit les supermarchés au Togo, le rayon destiné aux produits togolais est le plus moche et le plus coincé quelque part. Alors, on va aussi donner la parole à Constant Lemou. Le contrôle des prix, c'est une réalité, même si... Je vais terminer par un exemple important. C'est une anecdote que les... alors, j'aimerais que l'on m'explique, dans un pays, dans une sous-région où on va produire des oranges, on va produire de la banane, on va produire, comment on appelle, des fruits qui nous sont de la mangue, la papaye, et ainsi de suite. Comment on fait pour avoir du raisin et de la pomme et même des oranges du Maroc concurrentielles? Comment on fait ça? Peut-être Constant Lemou va nous aider. Ce qui est sur le contrôle des prix, c'est une réalité. On ne peut pas dire que c'est un échec, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, mais il y a encore des insuffisances. Que faire? Il y a beaucoup de réalités, beaucoup de paramètres qui jouent dans la flambée des prix. Soit c'est par rapport à la productivité qui a baissé, soit c'est au niveau des importations. Si à l'origine des importations, il y a baisse de la productivité même, quand nous prenons les produits de la sous-région ou les produits sahéliens, nous savons bien que beaucoup de populations ont été déplacées pour cause d'insécurité. Cela a sûrement perturbé la productivité. Par conséquent, les produits d'importation de ces zones
connaîtront une augmentation de prix. Ensuite, au niveau des taxes instituées par le pays pour nourrir les caisses de l'État, il y a eu augmentation des taxes à l'occasion de cette lutte contre la pandémie. Ce qui est sûr, c'est sur ces produits que sont appliquées ces taxes. Par conséquent, l'importateur togolais ne peut pas payer plus cher le produit à l'origine, payer plus cher les taxes et encore revendre le produit au prix habituel. C'est évident que le prix va augmenter. Alors, cette augmentation est plus ou moins suscitée par ces paramètres. À l'interne, lorsque je prends le prix du maïs, il y a eu crise de production parce que, les producteurs du maïs ont diminué les surfaces d'exploitation au profit du soja, d'une manière générale. Quand vous parcourez les fermes, c'est ce que vous allez constater parce que le soja a connu un intérêt au plan international par rapport au maïs. Par conséquent, les producteurs se sont intéressés beaucoup plus au soja plutôt qu'au maïs. Ensuite, il y a eu aléas climatiques et cette année, la première saison de maïs a presque échoué. Les producteurs n'ont pratiquement rien récolté. Par conséquent, le produit est devenu un peu rare sur le marché et les prix ont flambé. Tout ceci dépend du modèle économique choisi par le régime en place. Alors, si l'expérience de ce modèle actuel n'a pas connu un succès véritable, c'est à eux de constater et changer de modèle. J'allais revenir sur... Vite, en une minute. Oui, en une minute, juste en 45 secondes. Ah oui. Le chef de l'État a bien dit c'est une avance salaire qui est accordée aux fonctionnaires remboursables jusqu'en décembre 2022. Ce n'est jamais un cadeau. C'est une avance sur salaire et c'est remboursé sans intérêt. Alors, le cadeau que le chef de l'État a fait aux fonctionnaires, ce sont les intérêts qu'ils auraient payés s'ils avaient contracté ce prêt-là, équivalent au montant de leur salaire, dans une banque où il est appliqué, tenez-vous bien, 30%. Oui, toute il taxe. est conscient que justement ces fonctionnaires n'auront pas de prêt à la banque. Et Attention, or, le problème qui se attention, pose, c'est justement, qu'il ne peut pas justement, augmenter la masse salariale. Justement. Donc, la raison pour laquelle... Le président n'a pas parlé il de reste 15 cadeau minutes. s'il faut accorder une facilité, parce qu'effectivement, beaucoup d'agents de l'État, étant déjà aucune sous banque. plusieurs prêts, n'ont plus la possibilité de demander un prêt alors qu'ils sont dans l'urgence. Alors que le président de la République accepte avancer cette possibilité, un mois de salaire, c'est quand même un ouf de soulagement. Tout dépend de l'utilisation que chacun fait de son salaire. Alors, Madame Adanou, vous terminez, tout à l'heure, vous aviez dit, c'est pour le moment, vous avez parlé pour le moment, ça veut dire que vous avez encore quelque chose à ajouter en 30 secondes. Oui, le peuple a faim. Le peuple a faim et en tant que mère de famille, on sait ce qui se passe au marché. Quand on y va, et l'argent de la popote, vraiment, ça ne suffit plus. Il faut revoir le côté salarial quand même des travailleurs. Et puis, il faut revoir quand même les dispositifs pour une agriculture vraiment mécanisée. Il faut qu'on tende vers là. Il faut que l'État soutienne vraiment les agriculteurs à produire. Bon, il n'y a plus le coronavirus a empiété ou bien a causé un peu de dommages à tous ceux qui se regroupent pour travailler dans le champ de celui-ci aujourd'hui, demain, voilà, parce qu'on a refusé quand même ces regroupements-là. Mais il faut que le gouvernement intervienne quand même pour asseoir une vraie politique agricole pour permettre à ce peuple de s'autosuffire quand même alimentaire. Parce que ce qu'on mange. Voilà, Cultivons ce qu'on voilà ce qu'on mange, consommons. Cultivons ce qu'on mange. Ouais. Voilà. Malheureusement, le temps est contre nous. On est toujours heureux d'avoir cette équipe. C'est l'équipe de vendredi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci à vous, Constant Lemou, analyste politique. Merci également à Madame Adanou Kenyossi, vous êtes sociologue et analyste politique. Merci également à l'activiste panafricain, on le sent. J'espère qu'on aura plus de temps sur la question, sur le thème du Togo. Ah oui, très souvent, c'est à l'arraché. Oui, bien sûr. Bien sûr. On va revoir cela la semaine prochaine. C'est très important. Ok. Oris Donkovi, merci. Ce fut un plaisir. Allez, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir
Excellent week-end à tous. Merci.